pour faire un peu de teasing, on est 4 milliards d'êtres humains utilisateurs de l'Internet et on a chacun en moyenne 8 équipements par utilisateur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de nos émissions hebdomadaires, nous recevons avec Rémi, Jade Vincent et Hélène Brustel pour parler avec elle de numérique responsable. Nous allons d'abord vous demander peut-être de vous présenter. Jade, par exemple, si tu veux bien te lancer. Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Jade, j'ai cofondé avec 2 autres associés une agence de communication responsable et de numérique responsable d'ailleurs qui s'appelle Rose Primaire, donc avec mes 2 associés Marie Gaillard et Élodie Hérisson. Très brièvement, juste pour expliquer mon parcours et le lien avec le numérique responsable, donc moi, il y a à peu près 12-13 ans, j'ai commencé à travailler dans un secteur qui s'appelle l'accessibilité numérique, qui est très encadré légalement en France. Il y a l'article 47 de la loi de 2005 sur le handicap, qui stipule que tous les services numériques en ligne publics doivent être conformes, notamment un référentiel qui s'appelle le RG2A, pour référentiel général pour l'amélioration de l'accessibilité. Il est dans sa version 4. Voilà, et donc j'ai commencé à travailler il y a une dizaine d'années, comme je disais, dans une association qui avait pour objectif de donc promouvoir le sujet, bien sûr, à l'époque il était un peu moins mature, dispenser des formations à destination des développeurs principalement, plutôt on va dire front-end, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la partie visible, pour qu'ils prennent en compte en fait un ensemble de critères et de bonnes pratiques afin que le contenu soit accessible aux personnes naviguant avec des technologies d'assistance, comme on dit, qui peuvent être pour des personnes non-voyantes ou malvoyantes des lecteurs d'écran, parfois couplés à des plages braille, si on est brailliste, qui peuvent être des souris ou des claviers adaptés, si on a un handicap moteur, etc. Voilà, donc j'ai commencé dans ce secteur. Alors, j'étais moi-même concernée par la problématique, parce que ma mère est non-voyante, donc c'est vrai que je voulais travailler dans ce domaine. Juste pour la petite histoire, c'est vrai que la promesse du web dans ses origines et la promesse de Tim Berners-Lee, parce qu'on lui attribue la paternité du web, c'est vraiment d'avoir un web accessible à tous, quel que soit son réseau, son infrastructure, sa langue, voilà, ses origines, etc. Et donc, c'est vrai que quand on est confronté à ça au quotidien, dans le sens où très peu de contenus sont accessibles et restitués, soit vocalement, soit, comme je vous disais, navigables, par exemple, au clavier avec des technologies adaptées, on se rend compte très vite que cette promesse qui pourrait être un formidable, enfin, le web, en tout cas, pourrait être un formidable outil d'autonomie pour les personnes qui peuvent moins se déplacer ou pour lesquelles des démarches sont très compliquées, finalement, c'est un peu la double peine parce que ils ont plus du tout accès. Et avec la dématérialisation, comme on dit, très croissante et peu d'accessibilité, c'est très frustrant, et d'autant plus que, comme je le disais, il y a un cadre réglementaire. Donc voilà, je m'arrête là pour la présentation. Puis après, moi, j'ai eu un parcours en agence de communication, soit digitale, soit comme traditionnelle. Et voilà, je laisse la parole à Hélène, c'était juste pour faire le lien avec l'accessibilité. Merci Jade. Alors pour ma part, je travaille pour une entreprise qui s'appelle NTT. C'est un grand groupe en fait qui fournit des équipements informatiques et les services associés. En ce qui me concerne, j'étais déjà sensible à la cause écologique depuis un moment, et puis j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça de l'impact du numérique en fait dans mon quotidien. Et depuis lors, j'ai eu à cœur de ramener un petit peu tout ça dans mon environnement, dans mon entreprise, au niveau de mes collègues, au niveau de ma hiérarchie.
pas toujours simple, mais du coup, je mets tout en œuvre pour sensibiliser tout cet écosystème, en fait, toutes ces équipes et toute cette gouvernance pour transformer nos habitudes. Et en fait, c'est dans cette démarche-là que j'ai connu le collectif Good IT, parce que je cherchais un peu d'aide, d'accompagnement pour pouvoir faire ça, et je suis tombée sur le collectif Good IT, donc qui s'est monté sur Toulouse, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, Jade, comme Hélène, vous faites partie de ce collectif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'une comme l'autre, alors, on comprend pourquoi est-ce que vous avez rejoint ce collectif, mais nous expliquer quel est l'intérêt de se retrouver dans cette structure-là, et quelles sont les actions que vous pouvez mener ensemble pour aller vers un numérique plus responsable. Oui, tout à fait. En fait, l'idée du collectif est née il y a un petit peu plus d'1 an. On faisait, donc avec 2 autres personnes, Christophe Ham, Marie Bastide, on faisait partie de l'INR, qui est l'Institut du numérique responsable, qui est national. Et on travaillait ensemble sur le référentiel d'éco-conception, qui a été renommé d'ailleurs de conception maintenant de services numériques responsables, et qui va bientôt sortir. Je fais un petit peu de pub. Donc, on s'est dit que localement, il serait intéressant d'avoir une entité qui permette, je dirais, de sensibiliser un maximum de personnes, y compris des étudiants, des futurs professionnels du numérique. Donc, voilà, on a créé ce collectif il y a à peu près 4-5 mois, qui a donc pour grande mission, comme je le disais, de sensibiliser les acteurs du numérique, futurs et acteurs actuels, à différents impacts. Donc là, Hélène a parlé de l'impact environnemental. Moi, j'ai parlé de l'impact social avec l'accessibilité numérique. Il y aurait un troisième, on va dire, grands axes, plutôt du numérique responsable, qui serait l'impact un peu sociétal, avec notamment les problèmes d'éthique, la problématique de l'éthique. Donc voilà, donc l'idée c'est d'être un vivier en fait de personnes capables d'aller faire des sensibilisations de 1 heure à 2 heures et demie, on va dire, pour donner un premier niveau bien sûr d'information sur le sujet, et puis ensuite éventuellement flécher quand on a besoin de creuser certains sujets comme l'éco-conception d'un service web tout simplement, ou la mise en conformité d'un service numérique sur l'accessibilité. Donc voilà, c'est une première mission, cette sensibilisation. Deuxième mission, c'est de former des groupes de travail sur des sujets. Donc, il y a des groupes actuellement qui sont, par exemple, il y a un groupe de travail sur la sobriété éditoriale. Donc, on va s'intéresser dans une posture de sobriété, mais aussi dans une posture de responsabilité. Quels sont les messages, quelles sont les règles éditoriales qui respectent également l'accessibilité, mais qui respectent également, on va parler d'écriture inclusive, de question de représentation. Donc il y a ce groupe-là. Il y a en fait un panel très diversifié de personnes dans le collectif, parce que ça va donc de personnes qui sont sur le contenu, qui vont rédiger du contenu, ça va des personnes qui sont plutôt sur la partie graphique, donc tout ce qui est web design, la partie gestion de projet, la partie plus développement, et je dirais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des cultures très différentes, parce qu'il y a à la fois des personnes issues de cultures d'agences de communication, peut-être plus des communicants, et d'autres qui sont plus issus de l'IT, donc avec des problématiques autres, en fait, qui viennent de SN, c'est-à-dire d'entreprises du service numérique. Et donc, voilà, ces deux cultures ne sont pas forcément amenées à travailler ensemble au quotidien, parce qu'ils n'ont pas forcément la même typologie de projet, mais là, c'est très intéressant de les avoir au sein d'un collectif, puisqu'on réfléchit du coup sur des aspects vraiment très transversaux. Je rajouterais que… Pardon. Non, Hélène, bien sûr. Non, je rajouterais simplement que justement, cette diversité des profils est quand même très enrichissant au niveau du collectif, et permet aussi une ouverture, parce que comme le disait Jade, dans mon quotidien,
jamais vraiment travaillé avec les problématiques d'accessibilité et au niveau du collectif, justement, on a cette possibilité d'échanger sur ces sujets-là aussi divers pour rendre vraiment le numérique inclusif. Et voilà. Et je mentionne au fait aussi le fait que nous proposons aussi des webinaires Oui. autant que possible sur des sujets qui nous paraissent importants à discuter. Alors, c'est justement ce sur quoi j'allais aller. J'imagine que les webinaires ont pour objectif de transmettre et de faire savoir. Mais moi, je vais revenir à l'acteur économique non numérique, qui a besoin du numérique, mais qui est donneur d'ordre, non pas de tel type de site internet, mais du besoin de communiquer. Comment est-ce que cet acteur, qu'il soit créateur d'entreprise, salarié ou dirigeant d'entreprise de plus grande taille, comment est-ce qu'il fait pour pouvoir rentrer dans une démarche plus vertueuse au niveau numérique? Alors oui, c'est une très bonne question. C'est une question d'ailleurs que beaucoup d'entreprises se posent, et notamment, je dirais, de plus en plus les institutions, parce qu'il y a quand même un projet de loi assez abouti il y a pas mal de lobbies en ce moment, justement, des acteurs référents sur le sujet, comme l'INR, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi le collectif Green IT qui a énormément fait avec Monsieur Bordage, voilà, qui a pris son bâton de pèlerin pendant 15 ans. Et donc, il y a quand même des choses très avancées en termes de juridiques qui, un peu à l'instar de l'accessibilité qui est censée être, tous les services publics ou les sociétés privées à mission de service public doivent se conformer. Là, ça va être… C'est un peu, c'est dans les tuyaux. On se dit que ce serait bien d'avoir l'équivalence sur l'éco-conception, c'est-à-dire comment concevoir des services numériques plus sobre, quoi, moins énergivore, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais voilà. Et donc, comment s'y prendre, ça, généralement, en fait, souvent, ce qui est intéressant, c'est quand l'entreprise a déjà initié, on va dire, une démarche RSE, parce que une stratégie numérique responsable, elle peut s'intégrer complètement à une stratégie RSE. Voilà. C'est génial. Voilà. Autant utiliser, je dirais, des modèles qui sont déjà assez balisés. Après, si l'entreprise n'a pas mis en place de stratégie RSE, elle peut tout à fait s'engager vers une démarche de numérique responsable. Mais dans ces cas-là, voilà, on va souvent s'intéresser en premier lieu à un peu évaluer, je dirais, commencer un peu à auditer l'ensemble, en fait, des services numériques qui sont impactés dans la société. On va également s'intéresser beaucoup au matériel. Peut-être que là, Hélène pourra en reparler, mais il y a la question du matériel, de l'équipement, va être aussi assez important dans la mise en place d'une stratégie NR au sein d'une entreprise. Oui, aujourd'hui… Pardon. Oui, vas-y, Hélène. Non, simplement, c'était pour rebondir sur ça. Aujourd'hui, Internet pour les entreprises, c'est clé. Et peu d'entreprises se rendent compte du fait qu'Internet, c'est tout sauf virtuel. Pour vous donner un exemple, prenons le cas d'une vidéo qui est consultée sur le web, c'est environ 80% de la bande passante. Lorsque vous demandez à un serveur, parfois à l'autre bout du monde, de lancer une vidéo, un flux vidéo part de ce serveur, utilise tout un tas de câblages réseau, traverse des routeurs, qui sont des équipements qui ont pour but d'orienter les flux. Ça retombe sur un point relais pour arriver le plus proche de l'utilisateur. Et enfin, pour être accessible aux équipements qui a fait la demande initiale, donc le PC, la tablette, la télé, le smartphone. Et imaginez donc la quantité d'équipements nécessaires pour traiter les besoins de tout le monde. Donc évidemment, on parle de millions de box, d'antennes relais, de millions de serveurs hébergés. Donc, il faut vraiment prendre conscience que derrière chacune de nos requêtes, chaque vidéo, chaque mail, il y a des machines, des câbles qui courent à travers le monde entier. Et c'est une grande quantité d'électricité aussi qui est consommée pour pouvoir être utilisée. Et sachant que l'électricité est souvent produite à partir de matériaux fossiles, rapidement on comprend l'impact écologique de tous ces équipements.
Et dans cette démarche-là, on entend souvent les médias ou autres pointer du doigt les data centers pour parler de la pollution numérique qui consomment effectivement beaucoup d'électricité, mais en réalité, le plus gros impact n'est même pas celui dont je viens de vous parler. Pour faire un peu de teasing, on est 4 milliards d'êtres humains utilisateurs de l'Internet et on a chacun en moyenne 8 équipements par utilisateur. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Alors, j'entends, hein, mais par exemple, je prends un exemple très concret. J'ai discuté avec un de vos homologues il n'y a pas très longtemps en lui demandant pour nos activités comment optimiser. Il m'a dit une chose simple. Il m'a dit, par exemple, dans le mail que vous venez de m'envoyer, et moi je ne le voyais pas du tout, il y a 16 fois ma signature qui apparaît et qui vient en surcharge de données. Et typiquement, ce genre de choses, en tant que dirigeant d'entreprise, je suis un peu désemparé sur comment faire pour faire mieux là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'adresser systématiquement à des collectifs comme le vôtre pour pouvoir faire des audits de nos systèmes? Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire former les personnes à qui on fait recours? Est-ce que ça veut dire qu'il faut choisir nos ESN, comme vous dites, les entreprises de services numériques, à partir de critères? Et quels critères? Est-ce que ça existe? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a une structuration d'outils? Comment faire? D'accord. Alors déjà, je vous réponds sur la question des mails. C'est un très bon exemple parce que c'est un très bon exemple où l'impact n'est pas si significatif. Et c'est important on est obligé de le dire parce qu'on s'est focalisé sur les mails ou les data centers, comme vient de le dire Hélène. Alors, c'est parce que forcément, les mails, on en reçoit tellement par jour qu'on se matérialise la chose. Mais ce que veut dire Hélène, et c'est ultra important, le problème vient de la fabrication de nos équipements. Juste pour dire, quand on parle d'impact, on est obligé de raisonner en ACV. Il y a une norme, c'est l'ISO 14040 qui donc préconise le modèle de ACV pour analyse cycle de vie. Donc, on va quantifier des impacts de la fabrication à la fin de vie d'un produit ou d'un service, en l'occurrence un service numérique. Je vous dis ça, c'est fondamental parce que la fabrication de nos équipements, elle va concentrer 70, ça dépend des chiffres et des études, mais peu importe, c'est entre 65% et 75% des impacts environnementaux. Voilà, juste je fais cette précision parce qu'au regard de ça, le mail, c'est très peu significatif. Une fois, voilà, c'est très important de le préciser. Donc, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que de prolonger la durée de vie de ces équipements, et y compris quand je suis un chef d'entreprise, quand j'achète des smartphones à tous mes salariés, quand j'achète des ordinateurs portables à tous mes salariés, c'est fondamental d'avoir cette stratégie en tête, c'est-à-dire de prolonger le maximum la durée de vie de ces équipements, ou alors de faire réparer, ou alors de privilégier, si on doit racheter, du reconditionner. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, quoi. Je veux dire, quand on est chef d'entreprise et qui a un impact très significatif. C'est-à-dire, si tout le monde demain se mettait à vraiment, au lieu d'une durée de vie de 18 mois, ce qui est le cas aujourd'hui, on renouvelle son smartphone, notamment, tous les 18 mois. Ce qui est, voilà, si on allongeait cette durée de vie, il y aurait vraiment d'énormes progrès. Après, pour vous répondre, comment faire? Alors, oui, en effet, c'est important de faire appel, je dirais, à des prestataires, non seulement parce que, comme je vous dis, il y a un modèle ACV qui est le modèle normatif. Donc ça, c'est vrai que soit vous faites former en interne un référent, mais du coup, il faut le former à ce modèle pour qu'il puisse quantifier finalement ces impacts-là, comme je vous dis, tout le long de le cycle de vie du service numérique. Soit vous faites appel en effet à des partenaires qui vous font un audit initial pour ensuite pouvoir, après avoir fait des efforts, mesurer la différence. Voilà. Donc, il y a ça. Après, la formation, je dirais, est un prérequis, puisque vous posiez la question. Elle est un prérequis en accessibilité et elle est un prérequis en éco-conception, même si moi, je ne suis pas une entreprise qui travaille dans le numérique, mais si je suis donneur d'ordre et que, par exemple, je souhaite refaire mon site Internet, je dois quand même être en mesure d'inscrire dans mon cahier des charges
et de manière pertinente, parce que parfois on voit des cahiers des charges avec très peu de choses, mais je dois inscrire l'accessibilité comme étant un prérequis fondamental, et ou l'éco-conception. Et pour cela, il faut que j'ai un minimum, je dirais, de connaissances sur les référentiels en question, donc le référentiel d'accessibilité et celui aussi d'éco-conception. Il y en a un qui existe, qui s'appelle les 115 bonnes pratiques. C'est donc le collectif Green IT mené par Frédéric Bordage. Donc, j'ai ce prérequis sans pour autant être développeur. En fait, moi, mon rôle en tant que donneur d'ordre, ça va être de choisir des prestataires qualifiés qui ont des certifications, donc, et éventuellement de savoir un peu qualifier les livrables qu'on va me rendre, quoi. Il y a des fois, je ne pourrais pas tout qualifier parce qu'il y a des gens dont c'est le métier aussi de faire les audits a posteriori, c'est-à-dire des audits d'évaluation. Et là, faire des audits, c'est pareil, ça prend du temps, donc il faudrait être formé et puis gagner en expérience là-dessus. Mais en tout cas, en tant que donneur d'ordre, je suis censée quand même avoir un niveau de connaissance suffisant pour non seulement bien l'inscrire au cahier des charges, le piloter et je dirais qualifier, être en mesure de comprendre ce qui va m'être livré, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais… Alors, parfaitement, et ça me donne envie très vite d'avoir un webinaire sur le sujet qui puisse permettre aux dirigeants, aux donneurs d'ordre, comme vous dites, néophytes en la matière, comme moi par exemple, d'avoir des solutions simples, des repères, vous parlez d'ACV, ce genre de choses, très bien que sur 3/4 d'heure, 1 heure, on puisse avoir l'ensemble des informations, nous permettre de devenir non plus béotiens, mais éveillés sur les choix qu'on peut faire. Et je pense que plus on diffusera ce type de choses, plus on réussira à rentrer tous dans un numérique plus responsable. C'est vraiment une démarche, une démarche et comme le disait Jade, un accompagnement par des personnes qui sont compétentes et formées au sujet peut vraiment vous aider à activer les leviers qui vont bien dans les cas spécifiques. Parce que vous parliez des mails tout à l'heure, je pourrais vous répondre en 2 lignes. Enlevez vos signatures de mail et juste rajouter en texte tout simple vos coordonnées. Ça va agir, mais c'est pas là où vous allez avoir les leviers les plus importants. C'est pour ça qu'effectivement, faire appel à des personnes compétentes et formées sur le sujet pourront réellement vous aider à faire un changement et à faire une vraie transition. Et vous-même, Hélène, dans votre pratique professionnelle, quelles sont vos priorités en fait? Vous êtes contrainte peut-être à un certain nombre de choses, de routines, je ne sais pas, qui vous permettent de faire un geste justement pour la planète? Alors oui, absolument. Depuis cette prise de conscience, donc je milite en interne. Je travaille avec l'équipe RSE de mon entreprise justement pour déclencher des actions au niveau stratégique. Mais à mon échelle directe, donc je suis manager d'une équipe de développeurs, on intègre ce qu'on appelle l'éco-conception dans tous les développements que l'on met en œuvre. On fait principalement de l'application web et on travaille en Agile Scrum. Donc j'ai formé mes équipes au sujet et on a intégré le processus d'éco-conception dans notre processus de développement en fait. Donc dès le départ, on conçoit nos modules en les pensant sobres numériquement parlant. Ce qui veut dire qu'on essaye d'utiliser les ressources le moins possible, d'en gaspiller en tout cas le moins possible, de faire des appels réseau le moins possible, d'avoir une application web qui soit la plus juste vis-à-vis de l'environnement en respectant une certaine charte, en respectant des bonnes pratiques, comme le citait tout à l'heure Jade, les 115 bonnes pratiques de Frédéric Bordage, est vraiment un livre qui nous a permis de mettre en œuvre différentes petites pratiques. Et au quotidien, ça fonctionne très bien.
Jade, Hélène, je vous remercie d'avoir participé à cette discussion, de nous avoir donné des éléments de réflexion, mais aussi quelques pistes de solutions. On les a esquissées ici, on espère on vous retrouvera pour pouvoir peut-être aller un petit peu plus loin et puis faire nous aussi notre geste pour la planète. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux, au revoir. Au revoir. Merci.